piller et pour la soumettre. Ça fait donc des siècles maintenant que nous subissons ces diverses agressions. Ce qui est important, ce n'est pas le constat de cette agression, c'est la couverture conceptuelle qui est donnée à chaque fois que l'Occident impérialiste nous agresse. J'apprends, pour exemple, la traite négrière. Il fallait déshumaniser des êtres humains. On a trouvé des explications pour dire que certainement que les Noirs n'étaient pas dotés d'armes. Donc on pouvait les chosifier et on pouvait les massacrer. C'est ce qui a été fait. L'Afrique est allée enrichir cet Occident fauché à cette période. Quant à la colonisation, un autre concept a été inventé pour justifier les pillages de l'Afrique. C'est la mission civilisatrice. Il faut vous dire qu'à chaque fois, il s'est trouvé des intellectuels en Occident pour faire un grand travail intellectuel et justifier les pillages et l'agression de l'Afrique à travers le développement effectivement de ces concepts. Certains des grands auteurs que nous aimons tant citer souvent sont parmi ceux qui ont soutenu et vulgarisé les concepts qui ont permis de nous subjuguer et de nous dominer. Il faut qu'on s'en rappelle très souvent. Donc il y a eu la mission civilisatrice pour coloniser l'Afrique, pour piller l'Afrique. Ensuite, quand cette pratique est arrivée à son terme, on a trouvé des mécanismes pour continuer à dominer l'Afrique par le biais du néocolonialisme, en nous amenant des concepts comme la démocratie représentative. Mais on sait bien que à chaque fois on nous présente une valeur, on dit être une valeur universelle, donc qui doit être acceptée partout et par tout le monde, sans beaucoup réfléchir sur son contenu. Je tiens à dire que sous la démocratie se trouvent les oripeaux de la mission civilisatrice. Elle se cache sous la démocratie. Il appartient aux Africains de faire très attention à ce que nous devons consommer quand on parle de démocratie. Et la dernière chose aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation des droits de l'homme et des questions relatives à l'environnement. Au XIXe siècle, quand les Africains étaient massacrés, et bien avant, il y avait eu la déclaration des droits de l'homme en France, 1789. Il y avait déjà les droits de l'homme, mais cela ne concernait qu'eux. Ils continuaient cependant à nous massacrer ici chez nous. Et aujourd'hui, on veut nous présenter les droits de l'homme comme étant un instrument et une valeur à laquelle tout le monde devrait, n'est-ce pas, se soumettre. Nous avons le devoir de réfléchir à tous ces concepts-là et de tirer les conséquences qui s'imposent. Je tenais à dire ces quelques mots parce que le livre qui nous est proposé, que vous allez lire, que vous allez suivre avec l'auteur, analyse toutes ces malices de l'Occident en nous présentant des preuves irréfutables. Et le gouvernement de la transition a dénoncé, vous le souvenez bien, à l'ONU, les liens étroits, voire la collaboration entre certaines puissances occidentales et les terroristes. Certaines nous ont traités des plaisantins
des complotistes et tout genre. Ben, aujourd'hui, ces faits-là sont chantés sur tous les toits, ailleurs, par d'autres puissances, qui disent à qui veut l'entendre qu'ils ont financé les terroristes et qu'ils continuent à les financer. Donc il appartient aux Africains de ne pas adopter la position du loup dans la poésie d'Alfred Vigny, où les loups assassinés, massacrés, s'éteignent et meurent sans jeter un petit cri. Nous refusons cela. Nous allons parler. C'est pour ça que nous sommes présents ici ce matin. Et je vous souhaite un excellent moment d'échange avec l'auteur sur cet ouvrage important, significatif pour le réveil de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ouema Kansa, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et surtout l'honneur d'être là, comme vous l'avez dit, à double titre. Et surtout, vous avez écrit la préface de ce livre du Dr Nyamsi Ouattara Africa, qui conceptualise aujourd'hui l'impérial terrorisme, un livre de près de 198 pages. Et Monsieur le ministre, dans votre préface, vous avez dit l'Afrique doit faire et écrire son histoire pour ne pas courir le risque de s'en faire voler la signification. Et vous dites aussi qu'il faut saisir l'occasion de dire la réalité de nos nations contre la version étude pourrie. Vous dites également de prendre la parole afin d'offrir à la population la conscience des grands enjeux planétaires. Et c'est cela que le professeur, le docteur Nyamsi fait. C'est ce qu'il dit. Et sans que le mot ne soit négatif, je dirais que c'est ce qu'il chante. Il chante. Et ces chansons, à travers les conférences, vont juste dans notre âme d'Africain, âme de panafricaniste, âme de conscience pour le devenir de notre continent. Je suis sûr que la plupart d'entre vous qui avez accepté d'être là, vous connaissez l'homme. Beaucoup sont venus pour l'écouter davantage, pour le contacter physiquement, entrer en contact physiquement avec lui. Je ne sais pas si le docteur Nyamsi est un écrivain enseignant ou un enseignant écrivain. Il a les deux. Parce qu'il enseigne beaucoup, il écrit beaucoup. On me parle de 40 livres déjà. Est-ce que le compte est bon? Voilà. Agrégé de philosophie, professeur de philosophie, il est aujourd'hui à l'université de Rouen, où pas ses collègues universitaires, parce qu'ils louent quand même leur courage et leur accompagnement à ses côtés, mais beaucoup plus des gens qui ne veulent pas laisser le professeur parler. Ils ne veulent pas entendre le professeur, ils ne veulent pas qu'on entende le professeur. Mais le professeur continue d'être entendu grâce à son courage. Et je veux que vous applaudissiez ce courage-là. Ce courage pour lequel il est prêt à donner de lui-même, de son sang, le sacrifice pour que l'Afrique soit. Et je pense que nous sommes ensemble ce matin justement pour que l'Afrique soit. L'Afrique soit à travers la pensée critique, à travers la dialectique. Et nous avons tout le plaisir et tout l'honneur d'entendre le professeur Nyamsi par rapport à ce concept d'impérial terrorisme. Et je sais qu'au-delà de ce qu'il a écrit dans le livre, il va nous dire beaucoup de choses. Professeur, docteur, citoyen du monde et de l'Afrique, nous vous écoutons. Merci.
Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, cher aîné, cher professeur Bourema Kansai, professeur Belko Wologem, recteur de l'université Yambo Wologem du Mali, cher philosophe et collègues de longue date, Monsieur le professeur Amadou Bekay Sidibé, directeur général de la Bibliothèque nationale, mon cher Alassane Souleymane, journaliste émérite, directeur général maintenant de la MAP du Mali, mon cher Mamadou Ba, de la librairie Ba, grand distributeur du livre sur la place du Mali, peuple du Mali, peuple africain ici rassemblé, en vos grades et qualités, chers doyens ici présents. Je m'en voudrais de commencer à vous citer et d'en oublier quelques-uns au risque de créer des frustrations. Sentez-vous saluer en chacune de vos personnes, hommes et femmes ici rassemblés. Mes premiers mots sont des remerciements que j'adresse au chef de l'État du Mali, le général d'armée, son Excellence, le président de la transition, Assimi Goïta, à l'ensemble de son gouvernement, ici représenté par le ministre Bourema Kansai. Je voudrais les remercier de se battre pour faire du Mali une place à partir de laquelle la pensée africaine rayonne. Je voudrais les remercier pour faire du Mali une place à partir de laquelle la renaissance africaine rayonne. Je voudrais les remercier pour le courage qu'ils ont eu de dire des vérités qu'aucun gouvernement africain n'osait dire depuis plusieurs années. Parce que sur ce grand continent, quelques-uns des plus grands fils de l'Afrique qui portaient sa parole s'en sont allés. Oui, Excellences, chers collègues, mesdames et messieurs, quand était sur cette terre d'Afrique le président Modibo Keïta, dont le lieu dans lequel nous sommes rassemblés porte l'auguste nom, le silence n'aurait pas pu régner sur la nature profonde de l'agression dont l'Afrique est victime, notamment depuis 2011 avec le saccage de la Libye. Quand était dans ce monde le docteur président du Ghana, Francis Kofi Kwame Nkrumah? Il n'aurait pas été possible de voir des présidents africains raser les murs des cénacles internationaux et multiplier des circonlocutions verbales pour ne pas nommer l'ennemi et l'adversaire dans la situation historique qui est la nôtre aujourd'hui. Quand était de ce monde le grand camarade Ahmed Sékou Touré, président de la République de Guinée? La voix de l'Afrique était entendue jusqu'au 7e ciel. Oui, quand Jomo Kenyatta, quand Nelson Mandela, quand Amilcar Cabral, Agostinho Neto étaient sur cette terre africaine, la parole de l'Afrique ne tremblait pas. Quand Ruben Oumniobed, mon pays natal, le Cameroun, Félix Moumié, Barthélemy Boganda, quand Patrice Emery Lumumba tenait au Congo, l'Afrique n'avait pas peur. La voix de l'Afrique était entendue quand le camarade Muammar el-Kadhafi, guide de la Jamahiria arabe populaire socialiste libyenne, on entendait la voix de l'Afrique quand le grand capitaine, le fils de l'Afrique, le président Thomas Sankara était dans ce monde. Oh, Afrique,
Afrique, notre terre bien-aimée, quel sevrage de paroles tu as subi depuis que ces grands fils s'en sont allés. Avant que ne renaisse au cœur du Sahel, à partir de la terre africaine bénie du Mali et de son leader, le président Assimi Goïta, sur la terre africaine du Burkina Faso et son Sankara II, le capitaine Ibrahim Traoré, sur la terre du Niger, avec le général Abdourahmane Tiani. Quand ces trois hommes et leurs compagnons de lutte se sont levés au cœur du Sahel, les Africains ont repris le mouvement du redressement de leur colonne vertébrale. Ce que notre aîné, notre doyen, le ministre Bourema Kansaï, a dit est une parfaite introduction à l'ouvrage que j'ai le bonheur d'offrir à l'intelligentsia, au peuple, à la communauté africaine mondiale, mais également en témoignage devant l'Occident, en témoignage devant l'Orient, en témoignage devant tous les peuples de la terre, que nous possédons une parfaite intelligence des menaces et de la nature profonde de l'agression que nous subissons. Le professeur Kansaï a montré tout à l'heure qu'en réalité, nous avons à la fois le bonheur et le malheur d'être nés sur la terre la plus riche de l'humanité. Les autres peuples ont élaboré des élites politiques qui, ayant pris conscience de la rareté de ressources naturelles dans leur continent, la pauvreté naturelle de leur sol, ont mis en place des plans pour nous piller à chaque fois que leurs civilisations sont menacées de disparition. Ces plans se sont appelés la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme et son bras armé contemporain, le terrorisme. Pourquoi ai-je écrit ce livre? J'ai écrit ce livre, Monsieur le ministre, mes chers collègues, chers frères et sœurs ici rassemblés, parce que je me suis senti humilié. Je me suis senti humilié lorsque, eh bien, le 15... Ça ira. Voilà, merci. Je me suis senti humilié lorsque le 15... Je veux que... Excusez-moi. Je veux que l'image du ministre apparaisse sur la... Voilà, c'est parfait. Je vais bloquer derrière là. Je me suis senti humilié lorsque le 15 août 2022, le Mali ayant porté plainte contre la France devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en demandant que soit tenue une instance spéciale de confrontation des preuves, que derrière les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, il y avait le soutien des gouvernements successifs de la France depuis la période de 2012-2013 jusqu'à nos jours. Le Mali a dit, en tant qu'État, en tant que gouvernement, nous avons les preuves que derrière Al-Qaïda, l'État islamique qui nous attaque, il y a le soutien de la France. La réponse de la diplomatie française a consisté à présenter les autorités maliennes comme étant délirantes, fantasmagoriques, complotistes, comme étant en train de manipuler tout simplement l'imagination, manipuler la fiction. Et d'une certaine façon, j'ai observé que les autres puissances, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, se sont contentés de cette réaction de la diplomatie française. Il était entendu que le Mali n'avait rien à dire, parce que c'était trop gros de dire, mais nous avons les preuves du soutien des grandes puissances occidentales aux organisations terroristes. Le Mali passait pour un État et un gouvernement incongru, qui aurait affirmé une thèse comme qu'on aurait découvert de la glace chaude. Comment la glace peut-elle être chaude? Puisque le principe de la glace, c'est le froid. On présentait le Mali comme étant un vendeur de glace chaude. Comment pouvez-vous espérer qu'on vous croit lorsque vous dites que les grandes démocraties occidentales seraient en réalité les grands souteneurs, les grandes souteneuses du terrorisme qui frappe l'Afrique? Des mois et des mois ont passé. Sur les réseaux sociaux, les Africains étaient exaspérés. Pourquoi l'ONU ne tient-elle pas cette confrontation? Pourquoi les preuves que la diplomatie malienne, menée par mon frère le ministre Abdoulaye Diop, sous les instructions du président de la transition,
Pourquoi ces preuves, on ne voulait pas les entendre? Nous sommes aujourd'hui 15 février 2025 et l'ONU n'a toujours pas organisé la confrontation des preuves. Le Burkina Faso, par la suite, a formulé les mêmes accusations. Le Niger, par la suite, a formulé les mêmes accusations. Et personne n'a voulu organiser de cénacle international, de prétoire international pour entendre les preuves. Alors je me suis dit, en tant que philosophe, je dois commencer, car le philosophe, c'est le commençant perpétuel. Puisqu'on ne veut pas que les preuves soient manifestées dans l'espace judiciaire international où elles auraient un effet avec des conséquences et des réparations exigées, nous, philosophes, fils de l'Afrique, serviteurs de la vérité-justice, nous allons commencer une enquête personnelle pour retrouver le maximum de preuves objectives de la thèse défendue par les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et je vous en conjure, aucune des preuves publiées dans ce livre ne m'a été transmise par une quelconque autorité de l'Alliance des États du Sahel. Ni les autorités maliennes, ni les autorités burkinabées, ni les autorités nigériennes. Aucune n'a contribué aux preuves que j'ai rassemblées dans ce livre. Car j'ai appliqué dans ce livre une méthode qui vient de la tradition africaine. C'est que pour contraindre le menteur à reconnaître la vérité, il faut manger ton piment dans sa bouche. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue scientifique, manger ton piment dans sa bouche? C'est-à-dire qu'il faut aller chercher ses propres déclarations, ses propres révélations, celles que lui-même il ne conteste pas, et les mettre dans l'ordre et les lui montrer. Et c'est ainsi que je considère ce livre comme un caddie. Vous savez ce que c'est que le caddie dans l'ordalie et la tradition africaine? C'est une boisson qu'on fait boire au présumé coupable afin que si c'est lui le coupable, il rende gorge et qu'il vomisse lui-même ce qu'il avait caché au fond de son ventre de sorcier. Ce livre est un caddie que je fais boire à l'impérialisme occidental pour révéler qu'il est le véritable parrain du terrorisme. C'est ça le sens du titre. L'impérial terrorisme. C'est le caddie qu'on fait boire aux sorciers cachés derrière la mystification religieuse, qui n'est rien d'autre en réalité que du mercenariat politique et économique. J'ai observé donc les preuves fournies par les États-Unis d'Amérique, les preuves fournies par toutes les puissances de l'Union européenne, les preuves reconnues par la presse d'investigation occidentale. C'est essentiellement ces preuves que j'ai privilégiées. De telle façon que dans ce livre, vous ne trouverez que des preuves qui ont été reconnues vraies en France. Par exemple, j'ai extirpé un article de France 24 du 30 juillet 2014 vers 17 h intitulé « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». France 24, c'est la presse officielle française. Elle est sous la surveillance du ministère français des Affaires étrangères. Quand France 24 dit que le plus grand financier des djihadistes du Sahel, c'est la France, à travers le mécanisme du paiement des rançons, je prends ça, je dis voilà donc piment qui sort et qui sera mangé dans leur bouche. Une autre méthode intéressante. Aux États-Unis, il y a une tradition qu'on appelle la déclassification. Dans tout leur régime, il y a une période où on peut déclassifier. C'est-à-dire que des documents qui sont considérés comme secrets, à un moment donné, la loi dit qu'ils doivent être mis à la disposition du public. Et quand il y a des changements de majorité aux États-Unis, la nouvelle majorité peut, tout naturellement, la nouvelle majorité peut ordonner la déclassification de certains documents. Ce sont des documents officiels américains. C'est-à-dire que l'État américain publie ce qu'il considère comme vrai. Nous autres, on est là, on dit voilà encore une occasion de manger du piment dans leur bouche, les documents déclassifiés occidentaux. Deuxième source. Troisième catégorie de sources, eh bien, les sources d'investigation de presse. Les plus grands journaux d'investigation d'Europe, d'Amérique et même du Moyen-Orient, eh bien, certains d'entre eux sont allés jusqu'à, en effet, documenter des actes de financement, d'armement, de soutien, y compris de couverture médiatique en faveur des groupes terroristes. Et enfin, cerise sur le gâteau, les déclarations des officiels occidentaux devant les institutions parlementaires occidentales. Aux États-Unis, par exemple, quand un officiel est convoqué, mon frère Suleiman, qui a une partie de sa vie américaine est là, il jure
sur la Bible, de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Donc je suis allé chercher les déclarations des officiels américains devant le Sénat, après avoir prêté serment de vérité. Déclarations par lesquelles Madame Tulsi Gabbard, qui a été nominée pour le poste de chef du renseignement spécial américain, l'intelligence américaine, la chef des espions des États-Unis, elle a dit ceci devant le Sénat le 31 janvier 2025. Et le document, la preuve est documentée. Nous, les États-Unis, nous devrions avoir honte parce que nous finançons les organisations terroristes qui ont tué nos soldats et qui ont tué notre peuple le 11 septembre 2001. Quand elle a dit ça, j'ai fait traduire, j'ai fait archiver. Monsieur Elon Musk, qui est maintenant le chef de l'agence de la bonne gouvernance américaine, lui, il a sorti la liste des paiements qui sont partis de l'USAID vers les organisations terroristes. Il a tout publié sur la base des documents qu'il a trouvés dans son bureau. J'ai tout documenté, j'ai mis là. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que qu'est-ce que j'ai fait? Une enquête scientifique ayant pour but de retrouver toutes les preuves les plus évidentes que les organisations terroristes qui nous attaquent en Afrique ne nous attaquent pas pour des motifs religieux. Elles sont financées, elles sont armées par les grandes puissances de l'OTAN pour maintenir nos pays en situation d'instabilité et forcer nos dirigeants à brader les richesses de leur pays. L'impérial terrorisme, c'est cette chose-là. Derrière le mot djihadiste, en fait, on veut vous cacher le fait qu'il y a des mercenaires qui sont chargés au Sahel, en Afrique centrale, jusqu'au Congo, jusqu'au Mozambique, de maintenir nos pays en guerre. En les maintenant en guerre, nos dirigeants sont forcés de vendre, et même de laisser piller le pétrole, l'or, l'uranium, le cobalt, le diamant, ad vitam aeternam. C'est ça le modèle. Maintenir l'Afrique dans l'instabilité pour que les richesses africaines profitent essentiellement aux puissances qui entretiennent le terrorisme. Impérial, ici, est un réductif de impérialisme, volonté de s'accaparer de toutes les terres du monde pour la gloire des puissances. Et le terrorisme, c'est l'usage de la violence physique, psychologique, économique, au fin de réduire un peuple ou une individualité contre sa volonté, à la volonté précisément de celui qui opère cette violence. Je ne vais pas entrer dans le détail des preuves parce que je ne voudrais pas, comme on dit au cinéma, spoiler le film. Vous entrerez dans ce document comme dans un documentaire. Le livre, me le disait un ami qui l'a lu, il se lit comme si on lisait les étapes d'un documentaire de télévision. De telle façon que vous voyez progressivement ce qui s'est mis en place sur le continent africain, notamment à partir de 2011. J'ai aligné 4 grandes preuves. D'abord, j'ai montré que l'OTAN a son origine dans les grandes puissances négrières occidentales. Si vous prenez la liste des puissances qui ont kidnappé des Africains pour les utiliser au développement de l'Amérique et de l'Europe, vous vous rendrez compte que c'est pratiquement la même liste que celle des puissances de l'OTAN. Deuxième preuve, je me suis intéressé aux emails révélés par le scandale Wikileaks de Mme Hillary Rodham Clinton. C'était l'adjointe de Barack Obama quand il était au pouvoir. Tout ce qu'elle a écrit avec ses conseillers a été révélé. Et on a donc découvert la vraie raison pour laquelle ils ont saccagé la Libye. Ce n'était pas la démocratie et les droits de l'homme, c'était pour empêcher Muammar el-Kadhafi de créer une monnaie qui allait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit dans les emails de Mme Hillary Clinton. J'ai documenté tout cela. J'ai pris une troisième preuve. C'est une conversation célèbre entre les ministres russes et français des Affaires étrangères. Vous retrouverez tous les éléments de cette conversation, les circonstances. Et j'ai pris une quatrième preuve, incontestable. C'est le face-à-face entre le président américain Barack Obama et l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou à Deauville, le 27 mai 2011. J'ai repris tous les éléments de cette preuve. Et au moment où je concluais la rédaction de ce livre, Madame Tulsi Gabbard a pris la parole le 31 janvier 2025 devant le Sénat américain pour dénoncer le financement des organisations terroristes par les États-Unis. Elon Musk, dès le lendemain, quant à lui, publiait la liste des financements directs à Al-Qaïda et l'État islamique par l'USAID. Les gens qui disent qu'ils aident au développement, ils financent directement les terroristes. Elon a publié 35 paiements. Tout ça est à votre disposition dans le livre. De telle façon qu'il n'y a plus personne, avec les données que nous avons rassemblées, donc au moins les 6 preuves parfaitement documentées, il n'y a plus personne qui puisse se tenir devant un Africain et dire « on attaque les Africains parce qu'on veut les islamiser ». Depuis quand on peut forcer un musulman à être musulman? Mais autant enfoncer une porte ouverte
ou fuir la pluie pour aller se cacher dans une rivière. Toi, tu ne veux pas être mouillé, il pleut, tu te mets à courir. Tu trouves une rivière, tu plonges dans la rivière, tu attends que la pluie finisse. Après, tu sors pour dire, ah, vraiment, heureusement qu'il y avait la rivière, j'ai plongé dedans. Mais pourtant, mouillé, c'est mouillé. S'il pleut sur toi, tu es mouillé. Si tu es dans l'eau, tu es mouillé. Donc, voici des gens qui reconnaissent eux-mêmes, par leurs propres documents officiels, qu'ils sont les financiers des organisations terroristes. Et ils viennent nous dire qu'ils vont nous aider à combattre le terrorisme. Comment un pays normal, avec des intellectuels vivants qui doivent faire ce travail, peut accepter que des officiers des armées qui encadrent les organisations terroristes, que ces officiers se retrouvent dans la hiérarchie militaire d'un pays en lutte contre le terrorisme? Vous pensez que le Nigeria, dans ces conditions, peut mettre fin au terrorisme? Vous pensez que la Côte d'Ivoire peut mettre fin au terrorisme? Vous pensez que tous les pays, là, le Cameroun, tous les pays dont la hiérarchie militaire est encadrée par des conseillers de l'OTAN, vous pensez que ces pays peuvent combattre le terrorisme? Impossible. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont grands parce qu'ils ont procédé à une clarification théorique pour mener une politique scientifique. Ils ont défini l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui a créé Al-Qaïda, c'est celui qui a créé l'État islamique. L'ennemi, c'est celui qui a saccagé la Libye, qui a permis à Al-Qaïda et l'État islamique de s'armer. L'ennemi, c'est celui qui distribue de l'argent aux organisations terroristes sous couvert des rançons. L'ennemi, c'est celui qui accorde les médias d'État occidentaux à la couverture des actions des organisations terroristes. L'ennemi, c'est celui qui se moque des pays africains quand ils sont victimes d'attaques terroristes, pour les présenter comme des pays faillis et en profiter pour leur piller leurs richesses. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont clarifié ce concept et ils ont décidé donc de combattre le terrorisme en s'appuyant sur des alliances avec des puissances antiterroristes. La politique est claire au Sahel. Nous savons qui, nos gouvernements, nos armées, et je salue les forces armées maliennes pour le travail formidable qu'elles font, nous savons qui combattre. Et dans cette présentation, qui a vraiment pour but de vous mettre en appétit, chers lectrices et lecteurs, je voudrais dire, il y a eu un événement qui pour moi est un événement vraiment symbolique, qui avait pour but encore de renforcer la crédibilité de la démarche que j'ai entreprise dans ce livre. Notre aîné, notre doyen ici assis, le professeur Bourema Kansai, qui a signé la préface de ce livre sur l'impérial terrorisme, il y a 2 jours, il a échappé à la mort. Il n'a pas voulu en parler, vous savez, les autorités ont cette capacité de laisser les choses au fond de leur ventre et de confier à Dieu leur destin. Mais moi, j'ai vécu l'attentat terroriste dont il a été victime il y a seulement 2 jours, comme le signe qu'en réalité, on veut dire à toute Malienne, à tout Malien, à toute Africaine et à tout Africain, que nous ne serons jamais en sécurité tant que nous refuserons de nous soumettre. Ils ont tenu à tenter de l'assassiner, précisément parce que, au sein du gouvernement, en tant que patron du département de la recherche scientifique, il joue un rôle essentiel dans la révélation de la vérité. Ce sont les institutions scientifiques de l'État qui éclairent l'action politique. Empêcher, eh bien, le ministre de la Recherche scientifique, de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire celui qui encadre ceux qui utilisent les techniques intellectuelles les plus affinées pour connaître la vérité, l'empêcher de vivre, c'est vouloir étouffer la voie de la connaissance et donc faire basculer l'ordre politique dans l'obscurantisme. Cette attaque terroriste est venue renforcer encore, pour ceux qui en doutaient, notre détermination à servir la vérité et la justice pour que l'Afrique soit libérée. Je remercie infiniment Dieu le Tout-Puissant d'avoir préservé votre vie et celle de vos compagnons, Monsieur le ministre. Mais je considère qu'en réalité, ce qui a voulu nous être dit, c'est que jamais nous ne devrons baisser la garde. Il n'y aura jamais d'époque de l'histoire où les Africains vont dormir les yeux fermés en disant « ça y est, ils nous ont laissés tranquilles ». Nous devons avoir dans une main l'épée et dans l'autre la truelle. Ceux qui viennent avec l'épée doivent trouver l'Afrique armée de son épée. Ceux qui viennent avec la truelle ou la fleur d'olivier doivent trouver l'Afrique armée de la volonté de paix. Fini le temps de l'Afrique. Eh bien, confiant sa sécurité à des puissances paternalistes, condescendantes, méprisantes, prétendument détentrices de précarés, de zones d'influence. Le Mali a sonné la fin de cette utopie. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive,
nous avons le devoir de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, une Afrique dont les peuples et les dirigeants ne seront plus jamais humiliés par une puissance étrangère. Ce livre que je mets à la disposition du public, Monsieur le ministre, chers collègues, est ma manière d'apporter le soutien de la science africaine à la grande lutte souverainiste africaine, dont la trilogie est magistralement rappelée par le Mali. Nous tenons à être souverains, nous tenons à être libres de choisir nos partenaires stratégiques dans le monde. Nous sommes déterminés à défendre les intérêts vitaux de nos peuples parce que c'est notre devoir d'homme. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Professeur. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je pense que... Merci beaucoup, professeur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Nyansiwa Kaboua. Je pense que le cours a été demandé. Le livre il est déjà en train d'être décortiqué, mangé même, je pourrais dire. Je pense que les lecteurs du jour ils sont pressés d'en découdre avec les lignes du livre. Et s'il y a une personne heureuse dans cette salle, c'est bien tous ceux qui sont libraires, qui sont bibliothécaires, parce qu'ils regardent vos modes de geste. Voilà, ils regardent vos rapports avec le livre, comment vous le prenez, comment vous le tenez, comment vous le regardez. N'est-ce pas, M. Ba? Alors, parlant du livre du Dr. Nyansi, le ministre vraiment Kansai a parlé d'ouvrage de vérité qui doit outiller pour convaincre ceux qui nient encore l'évidence du lien entre le terrorisme, le néocolonialisme et l'impérialisme dans notre continent en lutte. Alors, ouvrage de vérité, mais s'il y a ceux qui savent la vérité de l'ouvrage, pas l'ouvrage de vérité, mais la vérité de l'ouvrage, ce sont les libraires, ce sont les bibliothécaires. Et M. Ba, de la librairie Ba, il est au petit soin, en tout cas, dans l'organisation de cette cérémonie, dans la ventilation de ce livre-là. Et nous allons demander de nous parler de la vérité de cet ouvrage-là. Le livre est pour lui ce que le patient est pour le médecin. Lui, il sent la température du livre. Quelle est la température de ce livre du Dr. Nyansi? Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tout le monde et merci d'être présent. Excellence Monsieur le National Secrétaire de la Recherche scientifique, ça a été un honneur pour nous d'être associés à cette cérémonie. Nous, la librairie Ba et la contribution Bandama, nous avons pris le message de la partie. Le premier message, c'est un message de remerciement à M. Drissa Kanambaye, grâce à qui ce projet pu être réalisé. Lorsque nous l'avons contacté, en parlant du livre, parce que nous avons vu, le professeur a fait un livre similaire au Niger, j'ai dit à Drissa, alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce même projet puisse se faire au Mali. Drissa nous a mis en contact avec le professeur. Tout de suite, le professeur a admis le manuscrit à notre disposition sans nous connaître.
parce qu'il dit qu'il a toute sa confiance en Drissa. Et je vous avoue que tout ce travail a été fait au Mali. Le professeur nous a transmis que le manuscrit, de la confection jusqu'à la correction, jusqu'à la publication du livre, tout a été fait au Mali par des jeunes Maliens qui se sont mis à la tâche jour et nuit pendant 3-4 semaines pour que ces produits puissent être parfaits. Nous tenons à remercier Drissa Kanambaye pour ce projet vraiment qui nous rend fiers aujourd'hui et voir le lancement de ces livres à Bamako. En dehors de ça, remercier le professeur Niamsi d'avoir contribué, non seulement mettre ces livres à la disposition, mais aussi participer financièrement. Il a tenu à ce que le livre, le coût soit baissé et que le livre puisse être accès à tout le monde. Pas pour le Mali seulement, déjà il a été lancé un tirage de 10 000 exemplaires pour le Mali, le Niger, le Burkina et tous les autres pays de l'Afrique. Et ça, le professeur Niamsi, qu'il en soit remercié. Merci beaucoup. Le deuxième message, c'est à l'endroit de l'intelligentsia malienne. Leur dire, il y a 5-6 ans, si on voulait faire un livre, il fallait passer au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Aujourd'hui, il y a une ressource humaine qualifiée, compétente, qui peut donner un produit comparable nulle part au Mali. Donc c'est leur dire, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire son livre. Il ne serait-ce qu'à voir la qualité du livre du professeur Niamsi. Donc je vous invite, les uns et les autres, pour tous ceux qui veulent faire des livres, de nous approcher. On est là, on est disponible à faire un produit de qualité. Encore merci. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Mohamed de la librairie du Bar. La librairie du Bar, l'adresse est connue, au Grand Hôtel de Bamako. Et c'est un endroit agréable qu'il faut visiter. Merci, je vous ai dit que la connaissance des livres, c'est les libraires, les bibliothécaires, et nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce matin le professeur Amadou Ega Sidibé, qui est le président de la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale creusait également de la conservation des ouvrages de référence et je pense que ce nouveau livre va trouver rapidement une place à la Bibliothèque nationale. Et donc, le professeur Amadou Bekari Sidibé connaît très bien les bibliothèques et ce qu'elles sont pour justement la connaissance et la conservation de la mémoire, puisqu'il a écrit d'ailleurs sur les bibliothèques, notamment un ouvrage des bibliothèques du Mali à la numérique. Nous allons demander un peu qu'est-ce qu'il pense justement de ce nouvel ouvrage qui vient enrichir les bibliothèques nationales. 40e livre du docteur Niamsi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis très heureux depuis que je suis entré dans cette salle ici, parce que quand je suis entré, j'ai vu beaucoup avec l'exemplaire du livre, beaucoup en train de lire. Et quand un bibliothécaire voit le lecteur, il est forcément content. Vraiment, ça fait plaisir. Je ferai juste 3 remerciements. Le premier remerciement à M. Niamsi et à travers lui au Cameroun et surtout aux médias camerounais qui participent à l'éveil des consciences. Afrique Média, par exemple. Le deuxième remerciement va toujours à M. Niamsi pour avoir écrit beaucoup
font des publications sur le web, YouTube, Facebook, etc. Mais nous ne maîtrisons pas la conservation de ces documents en ligne. Nous n'en sommes pas vraiment propriétaires. On peut les exploiter, les écouter, les lire, mais leur conservation permanente ne dépend pas de nous. Et le livre est vraiment le meilleur moyen de conservation de la pensée. Et on dit aussi que le livre, c'est le premier héritage de l'homme. Ce n'est ni l'enfant, ni la maison, c'est le livre. Puisque ce livre-là va voyager, ce livre-là va rester, et ce livre-là va être consulté des centaines d'années après. Donc, pour avoir écrit des livres, je le remercie. Le troisième remerciement, c'est surtout pour son combat. Son combat d'élivrer les Africains, d'élivrer tout ce qui est l'Afrique. Je pense souvent, quand je suis sur Internet, je pense souvent à Kalaba Omotoubé. Pour la simplicité de ses propos, de ses mots, il l'explique le plus simplement, il donne des exemples concrets et il fait comprendre, il fait passer son message. Et ça, c'est très important. La pyramide est inversée. La pyramide du monde est inversée. Les riches sont devenus les pauvres. Les gentils sont devenus les méchants. L'Afrique a tout dit. Sékou Touré disait que la Guinée est un scandale géologique. Prenez la RDC, c'est aussi un scandale géologique. Comment comprendre alors que ces pays-là restent pauvres et ceux qui n'ont pas de ressources continuent à les diriger? Nous devons prendre conscience. Nous devons nous battre et savoir surtout que, comme Franklin l'a dit, tout est question de géopolitique et de géostratégie. Qu'est-ce qui se lie, qu'est-ce qui se fait pour nous piller nos ressources et devenir plus riches et devenir nous dominer? C'est ça la question. Et pour sortir de la parole, je dirais qu'il faut que nous soyons unis, que nous soyons tout le temps prêts à lutter, parce que le blanc, l'occidental, il ne va jamais nous laisser nous reposer. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Amadou Bekari Sidibé. Merci, je vous l'ai dit. M. Barre et M. Sidibé, pendant que vous regardez le livre et l'auteur, et ils vous regardent et regardez le livre et l'auteur. Je pense que le technicien se trouve pris entre les salles ici. Changer de voix. Mon frère, vous pouvez éteindre. Non, c'est pas possible. Allô. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que c'est réglé pour le bon. Merci beaucoup. Donc je disais que je remerciais le professeur Amadou Bekari Sidibé et Mamadou Ba de la librairie Ba, parce que eux, partout où il y a un livre, ils sont. Et donc, pendant que vous vous mettez à regarder le livre et l'auteur, Dr Niamsi, et de leur position, ils vous regardent regarder le livre et son auteur. Voilà, c'est leur plaisir. Et ils sont contents de vous voir détenir un livre parce que, comme il l'a dit, le livre est l'héritage et surtout le livre est un ami, un très bon ami, un grand ami de l'homme. Donc, à présent, nous allons entendre le témoignage du professeur Belko Ologem, qui est à ma droite ici.
Benko Ologem est recteur de l'université Yambo Ologem. Il a pris fonction il y a quelques mois, c'est bien ça? Il n'y a pas un mois. Il n'y a pas un mois, voilà, il n'y a pas un mois. C'est le Voilà, 17 janvier. à l'université Yambo Ologem à Kabbalah. Et avant de venir au rectorat, Benko était directeur de l'Institut Confucius. C'est bien? Professeur de philosophie. Et donc, je n'ai pas besoin de vous dire quel est son honneur d'être là et surtout de découvrir ces lignes écrites par le docteur Nyamsi, puisqu'ils sont de la communauté, la même communauté de pensée, notamment les philosophes. Nous allons l'entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Hassan. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, professeur, chers collègues. M. Sidibé, M. Ba, chers cousins. Voilà, bonjour à tous. Okay. D'accord. Avant de parler, c'est dire que du livre, c'est la communauté effectivement de discipline entre le professeur Nyamsi et moi. Mais le professeur Nyamsi et moi, nous avons enseigné à l'UCAO depuis 2014. Donc nous sommes collègues voilà, qui enseignent à l'UCAO depuis 2014. Bien, ça c'est pour la parenthèse voilà, de ce que nous savons comme métier, mais aussi sérieux en termes de mode de pensée. Dans les coulisses, dans nos rencontres, dans nos débats, on en a toujours discuté. Et c'est par là qu'ils recrutent nos paysans, tous les pauvres de la République là. Ensuite, voilà, les armes viennent après. Alors, effectivement, c'est un très grand bonheur pour moi d'avoir le professeur, cher collègue Nyamsi. Son livre, je crois que, même sans avoir lu, quand on écoute sa présentation, en tout cas, ça parle à tous les Maliens qui ont vécu ces dernières années, et particulièrement depuis 2012, que le financement de ce qu'on appelle le terrorisme, en fait, c'est que les bailleurs de fonds, c'est-à-dire qu'ils sont connus et qu'il y a un plan élaboré, n'est-ce pas, ou de s'accaparer de nos richesses, ou de diviser, c'est-à-dire que nos États, qui aux indépendances, on pensait que bon, n'étaient pas trop viables, mais qui se rendent compte quand même qu'ils sont résilients, même s'ils ne sont pas viables, et qui se rendent compte qu'ils sont de plus en plus viables. Des informations, des sources, c'est-à-dire que du professeur Nyamsi, de la CIA et des officiels, n'est-ce pas, américains et français, je crois que nous n'avons pas besoin, c'est-à-dire que d'aller chercher jusque-là. Mais comme c'est un scientifique, effectivement, il fait un travail de science. Pour tous ceux qui étaient là, nous savons qui entretenait Iyad à Kidal. Tous les Maliens le savent. Tout le monde savait qui entretenait. Au moment où la France, c'est-à-dire que de Hollande, venait nous dire que oui, on est venu pour restaurer l'intégrité territoriale, c'est-à-dire que du Mali, et qui s'est permis de dire que, à la place de l'indépendance, que c'était le plus beau jour de sa carrière politique. N'est-ce pas, ce jour-là? En même temps, nous savons qu'il a dormi avec le commandant de l'opération Serval, à Kidal. Il dormait avec le chef de l'opération Serval. Ça, c'était connu de tout le commandement militaire malien. C'était connu. Alors, maintenant, les autorités politiques de l'époque, effectivement, ne pouvaient pas assumer cette vérité-là. C'était connu de tout le monde. Deuxième élément, quand on est passé de Barkhane, de Sahel à Barkhane, de l'opération Serval à Barkhane, je crois que ce qui a fait d'ailleurs la colère, c'est-à-dire que du groupe de Assimi, parce que c'est ce groupe-là qui a été empêché d'accéder à Kidal. Et Assimi était commandant, c'est-à-dire que de cette unité-là. Et tous les accrochages qu'ils ont eus avec le commandement militaire, pour les empêcher d'accéder, ils ont compris que dans ce qu'ils disent lutte contre le terrorisme-là, il y a un complot ourdi, c'est-à-dire contre notre pays. C'est à partir de là, c'est-à-dire qu'ils l'ont su. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, rappel pour rappel, il y a
vous appelez, celui qui avait écrit le grand livre de l'Afrique, un ancien ambassadeur, Nicolas Normand. Nicolas Normand a écrit un livre, le grand livre de l'Afrique. Il était venu présenter le livre à l'Institut Confucius que je dirigeais à l'époque, quoique le professeur Bazé est là. Oui, c'est écrit dans ce livre-là, pour ceux qui l'ont lu. C'est écrit par Nicolas Normand, officier supérieur de l'armée française, diplomate, ancien ambassadeur en République du Mali, que c'est l'armée malienne qui a empêché l'armée française qui a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal. C'est écrit noir sur blanc. Le livre existe et vous pouvez aller vérifier ça. Et que lorsque l'armée française a encerclé les hommes de Iyad à Anéfis, ils ont encerclé les hommes de Iyad à Anéfis. Le commandant a demandé, c'est-à-dire à son chef hiérarchique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'ils ont Iyad dans le mire et qu'ils peuvent le buter. Le commandant lui dit, attention, si c'est Iyad, il va demander le Quai d'Orsay. Il va demander l'avis du Quai d'Orsay. Commandant militaire qui est venu pour lutter contre le terrorisme au Mali, tu as le chef djihadiste dans ton mire et puis il faut attendre l'avis du Quai d'Orsay. C'est écrit, c'est Nicolas Normand qui a écrit. Si c'est nous autres, Niamsi et autres, vous faites du panafricanisme. C'est Nicolas Normand qui écrit dans son livre. Et le livre existe, chacun peut aller lire ça. Alors le Quai d'Orsay réagit pour dire attention, on va demander Alger. Tout ça là c'est écrit. Ils vont demander, le Quai d'Orsay dit non, attention, si c'est Iyad, faites attention, on va demander Alger. Et donc vous comprenez actuellement tout le lien, c'est du qui s'est toujours entretenu entre Iyad, entre la SEMA, et tout cela, ça a été filé, colmaté par le réseau français à travers l'Algérie. Qui aujourd'hui, certains pensent que non, on doit faire faire le vivre ensemble, la paix avec les voisins. Mais c'est des voisins qui ont toujours été, c'est-à-dire que dans la destruction de notre pays. À un moment donné, il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Donc, Iyad, alors, Alger, le Quai d'Orsay appelle Alger. Alger lui dit non, 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 Iyad, ce n'est pas votre affaire. Iyad, ce n'est pas votre affaire. Parce que Iyad, c'était un agent du renseignement français au service d'Alger. Et protégé par Alger depuis qu'il est né à Kidal. Ça, il faut aller lire. Le livre, là, c'est pourquoi j'ai tenu à rappeler le livre de Nicolas Normand. C'est publié en 2013. Le livre existe. Alger dit non, Iyad, ce n'est pas votre affaire, Barkhane, laissez-le partir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'armée française a raccompagné Iyad et ses hommes jusqu'à Alger. Tranquille. Et après, voilà, vous voyez, en même temps, au moment où il disait, c'est dit que ces consignes-là, la France avait officiellement mis la tête de Iyad à prix. Ah oui, la tête de Iyad était à prix. Terrorisme dangereux, tête mise à prix, et puis on le raccompagne à Alger. Et puis vous voulez nous faire croire que vous luttez contre le terrorisme dans notre pays là. Donc vous comprenez combien de fois le livre de Niamsi, c'est que ça me parle. Et je crois que beaucoup qui sont là, qui ont suivi cette histoire et qu'on continue de suivre. C'est que d'ailleurs, parce que les développements actuels que nous connaissons dans nos relations ne sont que, n'est-ce pas, les résultats de toutes ces actions qui sont passées sous les yeux de ceux qui sont actuellement au pouvoir et qui étaient au parfait de tout ce qui s'est passé là. Par rapport au rôle et à la protection et de la France et de l'Algérie, c'est que dans le maintien de Iyad, c'est que dans le système, c'est que nous connaissons. Alors, j'ai demandé à Nicolas Normand, qui a écrit le livre, puisqu'il était venu présenter, ces jours-là, je crois que Badji était là, j'ai dit, mais à votre titre de diplomate, je sais que vous êtes contraint à des réserves, c'est-à-dire que de paroles, mais en 2015, est-ce que vous pouvez nous dire où est Iyad? Ça, je lui ai posé une question, je savais qu'il n'allait pas répondre. Ou qui ne pouvait pas répondre, ou qui ne voudrait pas répondre. Mais bon, il me dit que ce n'est pas évident que les forces françaises ont toujours Iyad dans le mire.
Je dis que le chef, je vous dis, vous pouvez aller le dire ça. Hier, aujourd'hui, si vous ne le savez pas, moi je peux vous le dire, il dort avec le commandant de l'opération Barkhane à Kidal. Et en même temps, vous le cherchez. Voilà. En même temps, vous le cherchez. Voilà. C'est ça, c'est dit que le terrorisme. Et c'est pourquoi l'impérial terrorisme du collègue Niamsi, ça sonne. C'est dit qu'en tout cas, à nous, Maliens, je crois qu'on n'a même pas besoin de lire le livre, on l'a vécu et puis on comprend déjà le message qu'il est en train de véhiculer. Nous le comprenons. Parce que nous le vivons. Alors, autre élément de l'orientation actuelle et souvent de certaines critiques que certains accusent, on dit, bon, la transitarisme. Ça fait trop de militarisme. Mais nous avons fait appel à des forces étrangères. Pourquoi? Pour le militarisme. Pour le militarisme. C'est parce qu'ils étaient mieux armés que nous. Sinon, Barkhane, ça n'a jamais dépassé 2000 hommes. Donc ce n'était pas question d'hommes. Le Mali n'avait pas question d'hommes. On avait question de matériel. Et c'est ce qui leur a été demandé. Au lieu de faire le matériel, ils disent non, non, nous-mêmes on va venir avec le matériel pour vous aider. Et au lieu de nous aider, ils ont créé, aggravé et entretenu le problème. Jusqu'au jour où les acteurs ont dit, bon écoutez, ça suffit maintenant. Vraiment, nous-mêmes nous allons nous prendre en charge. Mais regardez, c'est dit que, pourquoi le livre du professeur, c'est dit que, en tout cas pour ceux qui ne suivent pas trop la réalité ou les actualités contemporaines africaines, ou quotidiennes même, c'est dit que du continent, comment vous pouvez imaginer que le M23, pour ne pas parler du nom du parrain, que le M23, c'est dit qu'il y a un mouvement d'à peine 2000 hommes, selon les chiffres qu'il donne, qui met en déroute une armée d'un pays de 100 millions d'habitants. La RDC fait plus de 100 millions d'habitants. Et un pays comme le Rwanda, qui fait 6 millions d'habitants, est en mesure de soutenir un petit mouvement de 2000 hommes qui déstabilise un pays de 100 millions d'habitants. Et on veut nous faire croire que le MP23, là où c'est des anciens révoltés contre Kabila ou contre, je ne sais pas qui c'est qui dit, voilà, qui sont en train de se battre. Mais il faut être mieux pour croire à cette littérature-là. Et pourtant, la presse internationale occidentale nous fait croire que oui, bon, et puis on a dit que c'est Kagame qui le soutient. Kagame dit non, il ne soutient pas. Mais l'ONU dit que non, c'est Kagame qui soutient. L'ONU même dit que c'est Kagame qui soutient. Les gars, ils disent que non, il ne soutient pas. Mais finalement, vous, votre référence de vérité, c'est où? C'est la même histoire, vous voyez, quand l'armée française avait bombardé, c'est-à-dire un cortège de mariage, et que la mission indépendante de l'ONU chargée des droits de l'homme a fait un rapport pour dire que l'armée française a bombardé des civils. Quelle a été la réaction de Parly, l'ancien ministre de la Défense? Que la France ne se reconnaît pas dans le rapport produit, c'est-à-dire par les Nations Unies. Et ça jusqu'à l'Assemblée, à la tribune des Nations Unies. Ils ont continué à nier le rapport. Mais là où c'est dit qu'ils ne pouvaient plus nier, c'est lorsque Netanyahou a commencé, c'est dit que son nettoyage de Gaza, et que Emmanuel Macron a eu la maladresse de dire à Netanyahou qu'il est en train de commettre un génocide. Qu'il bombarde son armée, bombarde aveuglement, n'est-ce pas, les civils à Gaza. Et que ça, il viole le droit international. Vous comprenez, vous voyez que nos affaires, ce n'est pas nous seulement qui les suivons. J'ai suivi l'interview personnelle de Netanyahou. Netanyahou dit à Macron qu'il se rappelle de son armée au Mali. Oui, dans son interview, il a dit ça. Que donc la France n'a pas de leçon à donner à l'armée israélienne parce que l'armée française a massacré des civils au Mali. Ça, c'est de Netanyahou. Donc pour vous dire que vous avez beau vouloir nous cacher la vérité, la réalité, dans toutes les institutions, en fait, c'est que les gens sont au courant de ce que les puissances font. Maintenant, lorsque les affaires ne vont pas, c'est que dans leurs intérêts, on ferme les yeux. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant. Tout le monde est au courant de ce que chacun fait.
Mais lorsque ça ne les intéresse pas, on vous dit non, voilà, bon, c'est pas vrai. Et donc vous voyez que c'est qu'il y a des références, n'est-ce pas, de vérité à double variable. Voilà pourquoi, professeur Niamsi, je vous félicite beaucoup, que dans le livre, les références, effectivement, c'est leurs références, les sources de leurs informations, qui effectivement, ils ne peuvent plus dire que c'est ce qu'eux-mêmes, ils ont dit que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi j'étais, très content, c'est que de leur bouche que tu vas les faire manger les piments. Voilà. C'est vraiment une très bonne approche. Voilà, je vous félicite. Voilà, et je souhaite que les uns et les autres vont vraiment s'abreuver. C'est-à-dire que pour confirmer déjà la plupart de ce que vous savez, voilà, et qui, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il vient sous la forme scientifiquement rédigée, n'est-ce pas, et qui va servir de référence, c'est-à-dire que pour la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur Belko Wologem. Merci beaucoup. Et donc, avant de passer à la prochaine séquence, qui consiste justement à prendre les avis dans la salle et les contributions, certainement des questions, je vais poser une question au professeur Bourema Kansai qui a bien voulu préfacer le livre, et à l'auteur du livre, le docteur Yancy Ouakamoun Africa. Alors, dans le livre, si vous lisez le livre, le docteur Yancy revient sur les emails irréfutables de Hillary Clinton, la conversation entre la femme et Laurent Fabius. Tout à l'heure, le professeur Wologem parlait du livre de Nicolas Normand et des vérités qui sont dedans. Et le ministre a parlé des preuves qu'il a dit à l'ONU et le refus du débat. Et tout à l'heure également, il a été question de l'ONU qui atteste que le mouvement M23 est soutenu par le Rwanda. Alors, à travers ce livre, l'impérial terroriste, le docteur Niamsi accepte d'aller manger du piment dans la bouche des autres. Mais ma question au ministre et à l'auteur, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des Africains qui refusent de reconnaître que l'heure a sonné justement d'aller manger du piment dans la bouche des autres. Pourquoi? Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, quand on a été formaté pendant des siècles et qu'on vous a martelé des idées, il est très difficile de sortir du formatage. Il y a un grand travail qui doit être fait en Afrique, qui consiste à nettoyer les esprits des lettrés africains. J'emprunte le terme au professeur Niamsi, de ceux qui ont étudié, qui ont souvent été formatés dans les grandes institutions universitaires d'ailleurs, et qui ont, comme on le dit, baigné dans des concepts inventés là-bas et qui ont porté, il faut le dire, souvent même, ces concepts-là qui parlent de nous, qui parlent de l'Afrique, mais qui sont tout à fait inventés par les autres. Et nous sommes considérés comme étant des simples consommateurs de ces concepts-là. Quand on a été formaté ainsi, il est très difficile de changer du jour au lendemain. Je pense que le travail d'éveil là, c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que l'estimé professeur Niamsi fait partie de ceux qui se battent pour que l'esprit africain soit décontaminé, soit nettoyé, et pour que l'Africain soit capable d'une pensée autonome. C'est-à-dire une pensée dans laquelle il ne se soucie pas du tout de ce que les regards de l'Occident, de ce que l'impérialiste pense de lui. Parce que souvent c'est ça aussi notre
grand problème. Nous avons envie de dire des choses. Nous savons même des choses. Mais nous avons peur du regard de l'autre. Quand dira-t-on? C'est ça. Et donc, on préfère se taire. C'est pour ça que j'ai dit ici que nous, désormais là, nous refusons de se taire. Nous allons parler. Nous allons prendre la parole et dire ce que nous pensons de nous-mêmes, de notre situation, de notre continent. Et ne laisserons à personne les privilèges de faire la narration sur notre vie, sur notre continent. Et regardez bien tous ces plateaux des médias mainstream, quand ils invitent des experts pour parler de l'Afrique, ce n'est pas des Africains qui l'invitent, ils ne les invitent pas, ils n'ont pas besoin de notre parole. Ils ont leurs experts. Certains d'entre eux ont fait 2 ou 3 jours ici et qui font des enquêtes par WhatsApp. C'est eux qui sont des experts. Mais ce n'est pas vous qui êtes des universitaires qui enseignez ici, qui allez dans les villages, qui connaissez bien les localités, qui parlez les langues, vous échangez avec les populations, vous connaissez leurs problèmes. On ne vous invite pas sur ces plateaux parce qu'on n'a pas envie d'écouter la parole de l'Afrique. Donc c'est nous-mêmes qui avons le devoir de libérer notre propre parole et de dire l'Afrique telle qu'elle est, voilà, par nos propres paroles. Voilà, c'est ce travail qu'il faut faire. Merci beaucoup. Quel bonheur nous avons, Excellence, de rassembler sur cette table des chercheurs qui parlent de ce sur quoi ils travaillent. C'est vraiment un heureux alignement des étoiles. Alors, la question qui nous est posée, c'est pourquoi en Afrique, des gens qui sont comme nous, des Africains, refusent de comprendre les vérités, les évidences que la science et la politique de libération de l'Afrique sont en train de révéler. Pour expliquer cela, je vais recourir à une théorie plus ou moins connue en politique et en philosophie, c'est la théorie de Karl Marx. Il dit que l'histoire de toute société humaine, jusqu'à nos jours, c'est celle de la lutte des classes. C'est-à-dire que dans toute société, il y a des individus qui ont des avantages qu'ils ne sont pas prêts à lâcher et qui produisent un discours pour défendre ces avantages. De telle façon que pour comprendre pourquoi les gens disent ce qu'ils disent, il faut d'abord comprendre comment ils vivent. Parce que si tu ne sais pas comment quelqu'un fait pour manger là, tu ne peux pas savoir d'où lui viennent ses pensées. Ce qui est en haut dans le cerveau est comme ce qui est en bas dans le ventre. Donc il est extrêmement important, quand on veut étudier les discours africains, de s'intéresser aux conditions sociales, économiques, aux conditions culturelles, aux conditions politiques des individus qui produisent ces discours. Moi qui suis devant vous, pour comprendre ce que je dis, vous devez vous poser la question de savoir comment vit-il, de quoi vit-il. Est-ce que ce dont il vit lui laisse toute la liberté de dire ce qu'il sait? Ou au contraire, pour vivre, doit-il ne pas dire une partie de ce qu'il sait? Or, dans les sociétés africaines, qui ont été configurées par le fait négrier, par le fait colonial, quelles sont les élites qu'on a essayé et qu'on nous a imposées dans la plupart de nos pays africains? Ce sont les élites qui étaient opposées à la souveraineté et à l'indépendance de l'Afrique. On a procédé tout au long du XXe siècle à l'éradication physique, à l'assassinat de la plupart des leaders vigilants du continent africain, pour imposer dans la plupart de nos pays des leaders collaborationnistes. Le colon, le négrier, l'impérialiste veulent posséder toutes les richesses de la terre et distribuer des miettes aux autres peuples. Ils imposent une lutte des classes au niveau de la terre. Quand ils contrôlent un pays africain, ils imposent à la tête de ce pays les Africains qui veulent faire leur volonté. Eux, les impérialistes français, américains, britanniques, européens et ceux du Moyen-Orient. Et par conséquent, il y a des discours qui sont produits dans nos sociétés africaines pour légitimer les avantages que les colons et les néocolons leur ont accordés. Si vous voulez comprendre pourquoi un Africain
Et j'ai vécu ça avant-hier à Renouveau TV. J'étais au grand jury, l'émission du journaliste Sidibé. J'étais confronté à deux de mes frères qui étaient venus démontrer que la CEDEAO est la voie du salut de l'Afrique. Démontrer que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est le meilleur président qu'on puisse imaginer pour un pays africain. Démontrer que l'AES est voué à l'échec et que la transition malienne n'a rien fait de bon. Quand je les ai regardés, j'ai vu qu'en réalité, c'était des Africains inversés. C'est-à-dire... Ouais. Ce sont des Africains inversés. C'est-à-dire, en fait, quand tu regardes sa tête, tu penses que c'est le cerveau qui est là. C'est pas vrai. Tu dois imaginer que son estomac là, c'est ça qui est dans sa tête, et puis son cerveau là, il est dans son ventre. Ouais. Ce sont des individus inversés. Vous les voyez debout comme ça, mais ils sont rampants. C'est-à-dire qu'ils paraissent verticaux, comme nous tous, les humains, mais dans leur âme, ils sont couchés. Et c'est ce que j'appelle la reptilisation, l'horizontalisation, la vacuité du vassal. Et on a appelé ça le nègre de maison, le nègre docile, il y a bon banania. Non, ils étaient face à moi. Et comme ils savent en général que ce discours ne peut pas être justifié par des arguments rationnels, quelle est leur méthode? C'est la provocation. Quelle est leur méthode? C'est le mépris. Un peu à la manière de M. Macron. Vous savez, M. Macron, pourquoi est-ce qu'il est condescendant, parfois méprisant envers les Africains? C'est parce qu'il n'a pas d'argument. Les gens qui n'ont pas d'argument sont souvent comme ça. Donc, je les vois à Renouveau TV, qui sont l'illustration de ce qu'on est en train de dire, des Africains, comme vous et moi, et qui disent qu'on doit retourner en néocolonie française au Mali, qui disent que la CEDEAO c'est vraiment l'idéal, qui disent que M. Ouattara, qui était à la tête des sanctions inhumaines, illégales et criminelles contre le Mali en 2022, et qui a levé un commando de 1500 hommes pour attaquer le Niger, on dit non, non, c'est le meilleur président africain. Alors pourquoi disent-ils cela? Ils ne disent pas cela parce que c'est vrai. Ils disent cela parce qu'ils sont payés pour ça. Eux-mêmes, quand ils viennent à la radio ou à la télé, il faut les observer dans deux phases. Avant l'émission, ce sont des Africains comme nous. Ils peuvent même vous dire, bon, ce que tu vas dire tout à l'heure est vrai, mais je suis désolé, je vais te contredire. Oui, oui. Et il y en a un qui m'a approché et dit, bon, j'espère que tu connais l'esprit de l'émission. Oui. Je lui dis, hey, moi je ne suis pas dans l'affaire d'esprit de l'émission. On va connaître l'esprit de l'émission quand l'émission va commencer. C'est dans l'émission là que l'esprit va sortir. Donc en fait, vous vous rendez très rapidement compte qu'en fait, ils savent que vous avez raison, mais ils sont en mission pour démontrer que vous avez tort. Donc pourquoi y a-t-il des Africains qui ne veulent pas de l'Afrique souveraine? Pourquoi y a-t-il des Africains qui félicitent une organisation qui a voulu assassiner 3 États, 3 peuples? Pourquoi y a-t-il des Africains qui sont d'accord qu'un président qui lève 1500 hommes pour attaquer un pays étranger, pour rétablir un satrape néocolonisé? Pourquoi des Africains le supportent-ils? Parce qu'ils ont choisi de vivre de cela. Nous qui sommes opposés à cette logique, nous avons aussi choisi de vivre contre cela. Et les ressources dont nous vivons, elles nous sont procurées par la lutte que nous menons pour notre dignité, pour notre souveraineté, pour notre liberté. Donc il n'y a que deux façons de vivre. On vit libre et on génère ces ressources vitales par ce combat, celui de la dignité. Ou alors on vit esclave et les ressources qui permettent de reproduire cette condition d'esclave, on les obtient en se couchant toujours davantage sous les pouvoirs déshumanisants. Quelle que soit la société que vous regardez, sur notre planète, et même parfois à l'intérieur de nos familles, vous connaissez ces deux genres d'individus. Ceux qui vivent de flatter et de se soumettre à ce qui est injuste, et ceux qui vivent de défendre ce qui est juste, et de promouvoir le progrès humain, le développement des potentialités humaines. Je finirai mon intervention sur ce point en vous rappelant un événement très récent. Il a eu lieu en Syrie. J'appelle la Syrie le tableau blanc de la politique et du monde actuel. Qui est l'actuel chef de l'État syrien? Il s'appelle Ahmed al-Shara. Son nom de djihadiste d'Al-Qaïda et l'État islamique, c'est Mohamed al-Joulani. Ce monsieur-là, les États-Unis d'Amérique avaient mis une prime de 10 millions de dollars
qu'il devait payer à celui qui va le tuer. Or, il était protégé par les renseignements généraux américains, comme Iyad Agali l'était par les renseignements généraux français à Kidal. On met une prime sur Mohamed Al-Joulani. Chopez-le, he's wanted. Just kill him. Bring his head. In America, we don't support terrorism. For sure. Alors que le gars, il est à côté de celui qui met la prime. C'est-à-dire, c'est même lui qui fait... C'est lui qui définit le montant. C'est-à-dire que les gens de la CIA, au départ, ils voulaient mettre $2 millions. Mohamed Al-Joulani dit, one guy, my head is very expensive. It's most expensive. Put $10 million. $10 million. Donc le gars, il est capable de gagner la prime qui est payée à celui qui va le tuer lui-même. Oui, c'est lui qui gagne la prime. Quand il dit $10 millions sur ma tête, après il se met à leur dire, comme personne ne va gagner ça, donnez-moi ça en même temps. Mais ce monsieur-là est annoncé à l'Élysée. Le président français a fait publier un communiqué pour dire qu'il est le bienvenu à l'Élysée. Il l'a félicité d'avoir pris le pouvoir. Mais qu'est-ce que signifie féliciter un terroriste d'Al-Qaïda de l'État islamique? C'est un message à l'Afrique. Si je félicite Ahmed Al-Shara de prendre le pouvoir en Syrie alors que c'est un terroriste reconnu, certifié conforme, cela veut dire que c'est ce que je fais en Afrique. Car ce que tu fais là-bas explique ce que tu fais ici, puisque tu es le même. Et que tu vis de ce même système de prédation que Naomi Klein a appelé disaster capitalism. They create chaos, and then through that chaos, they can steal and loot human and natural resources. Ils créent du chaos, et sur la base de ce chaos, ils peuvent piller les richesses des autres. C'est ce qu'ils font en Irak. C'est ce qu'ils ont fait, eh bien, en République démocratique du Congo depuis 30 ans et même 60. C'est ce qu'ils font au Mali. C'est ce qu'ils ont fait au Soudan, qu'ils ont partitionné. Vous savez que le Mali, ils tenaient à le partitionner et à le découper en fonction des révélations de la géodétection des matières premières stratégiques. Et ils voulaient dépouiller le Mali de tout ce qu'il a de plus précieux à travers un soi-disant mouvement d'indépendance de l'Azawad, qui n'est rien d'autre qu'un mouvement de pillage des richesses du Mali. Ils le font partout. Et voilà comment, à certains moments, ils nous révèlent clairement leur jeu. Quand ils s'affichent avec un terroriste, qu'ils le félicitent, qu'ils le saluent pour son rôle éminent pour la démocratie syrienne. Mais à quel moment Mohamed Al-Joulani a-t-il posé un acte démocratique, lui qui est devenu le bourreau des communautés minoritaires chrétiennes en Syrie? Lui qui, comme l'a rappelé Mme Tulsi Gabbard, a dansé le 11 septembre 2001, quand plus de 4000 Américains ont été assassinés par sa propre organisation terroriste. Donc il faut que nous nous rendions compte que nous avons vraiment affaire à l'incarnation terrestre du diable dans cette duplicité de l'impérial terrorisme. Il prêche la démocratie, le ministre nous l'a dit tout à l'heure, les droits de l'homme, la bonne gouvernance. Ça c'est la bouche, mais c'est une bouche d'une personne inversée. Quand ils disent démocratie, mettez N entre O et C, ça donne quelque chose de beaucoup plus précis. Démocratie, le pouvoir des démons. Quand ils disent droit de l'homme, leur homme avec H là, il n'a pas de sexe. Il est gender fluide. Il se demande lui-même s'il est un homme ou s'il est une femme. Il a le droit tantôt de se marier avec un homme, tantôt de se marier avec une femme. Et il a même le droit maintenant dans les fichiers et les formulaires d'écrire qu'il ne sait pas de quel sexe il est. C'est leur homme là. Voilà leur homme indiscernable, insondable, inconnaissable. Cette chose perverse, polymorphe, attardé au stade archaïque de la construction de l'individualité psychique. C'est ce qu'ils appellent homme. Ce que nous, en Afrique, nous appelons encore l'infra-humain, celui qui doit être civilisé, élevé à la dignité du Tout-Puissant. Ils appellent ça homme. Ils utilisent le mythe de la soi-disant bonne gouvernance. Mais dans quelle bonne gouvernance vous vous levez? Vous arrachez 100 millions d'Africains à leur sol pour développer l'Amérique et l'Europe. Dans quelle bonne gouvernance vous pillez pratiquement 75 à 80% des ressources nationales annuelles de 15 pays africains à travers le franc CFA? C'est quelle bonne gouvernance ça? Ce n'est pas la bonne gouvernance, c'est en réalité la forme la plus infernale de la relation internationale. Donc nous avons, comme l'a rappelé le professeur Bourema, décidé d'être les acteurs de notre propre discours. Nous ne demandons l'autorisation à personne de dire ce que nous disons. Nous ne disons même pas ce que nous disons contre quelqu'un. Nous disons cela pour défendre nos intérêts souverains, légitimes et vitaux. Comme tout le monde dans le monde,
Nous sommes pour un monde multipolaire, du respect mutuel des souverainetés, des légitimités civilisationnelles et bien dialoguées. Nous refusons l'uniformisme, l'hégémonisme, l'ethnocentrisme occidental. Nous refusons l'uniformisation de la terre. Nous refusons une mondialisation dans laquelle les intérêts légitimes des peuples et des individus ne sont pas considérés comme la source du droit et des relations internationales. Et nous ne nous contentons pas de refuser cela en parole, parce qu'on ne nous écoutait pas. Ça, ce que je vous dis là, je le disais il y a 20 ans. Mais comme il n'y avait pas des actes qui traduisaient cette politique de civilisation, on ne nous prenait pas au sérieux. Mais depuis que le Mali les a délogés, le Burkina les a délogés, le Niger les a délogés, le Tchad les a délogés, et le Sénégal, lui, il les fait sortir par petites brouettes. 1, 2, 3, 4, 5. Bientôt, Oligui Nguema, lui aussi, qu'ils ont pourtant imposé à la tête du Gabon, sera vu en train de rédiger un petit décret. S'il vous plaît, partez un peu, partez un peu. Ils vont partir parce que c'est la loi de l'histoire, l'éveil continental des peuples africains impulsé par des dirigeants panafricanistes révolutionnaires et par la renaissance de l'enracinement dans notre civilisation. C'est imparable. Ils sont vaincus sur le plan de l'esprit, ils le seront dans celui de la matière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Kamsi. Pour les invités de conférence du docteur, je pense qu'il y a un slogan, un mot d'ordre là-dessus de lancer à ce